Bonjour Mélissa, comment ça va? Salut Sandrine, ça va et toi? Oh, ouais, super, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Oui, J'avais hâte, donc nous voilà de retour. c'est ça. Bonjour. J'allais te poser la question. Avec quel épisode on revient aujourd'hui? Quel est le titre de cet épisode? Alors le mot à la mode qui s'appelle la décarbonation. Et vous avez vu, j'ai réussi à le dire du premier coup. Et non, mais c'est pas un mot si compliqué que ça. Et on a avec nous une experte en décarbonation qui est Juliette. Et Juliette Poupard. Juliette Poupard. Oui, Juliette Poupard. C'est moi. Oui. Juliette, tu vas nous dire qui tu es. Donc, je suis l'experte en décarbonation. Bien vu. Non, plus sérieusement, effectivement, je travaille pour le groupe PSV et on est affilié à l'ADEME et à BPI-France, entre autres, et on accompagne un certain nombre d'entreprises dans ce beau mot qui est la décarbonation. Alors, déjà, est-ce que les acronymes ils sont là? Tu peux nous dire ce qu'est l'ADEME? Qui est l'ADEME? Qu'est-ce que l'ADEME? Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est une agence qui a en charge un certain nombre de programmes et des fonds publics et qui accompagne un certain nombre de projets de transformation autour de la transition écologique, forcément, dont la décarbonation fait partie. Mais c'est vrai que l'ADEME ne travaille pas que sur ça, ils vont aussi travailler sur l'eau, la biodiversité, le recyclage. Voilà. Moi, je côtoie régulièrement Juliette et quand je l'entends parler avec passion de son travail sur l'accompagnement des entreprises sur la décarbonation, je l'écoute avec attention. Alors pour tout vous dire, je comprends pas tout et c'est pour ça qu'avec Mélissa, ça faisait un moment qu'on avait envie de partager et d'échanger avec toi sur le sujet. Et comme tu as un agenda bien chargé, donc, mais là, c'était hier et là, on est ensemble. Donc, la décarbonation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Mélissa, toi, tu savais ce que ça voulait dire, la décarbonation? Je sais pas trop ce qu'englobe ce mot-là, effectivement, mais quand j'entends décarbonation, j'imagine consommer, vivre de façon à rejeter le moins de CO2 possible. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. On va dire que sur l'objectif, c'est ça. Après, la grosse question, c'est comment on le fait. Je pense que c'est la question qui implique tout le monde aujourd'hui. C'est qu'on a l'objectif en tête, on ne sait pas forcément comment y aller. Et du coup, moi, j'ai envie de te poser une question. Sandrine, qu'est-ce que tu comprends pas ou qu'est-ce qui te semble pas clair dans ce que je raconte? Comme ça, on peut partir de là pour essayer de clarifier le sujet. Non, je trouve que c'est beaucoup, c'est très théorique et on emploie beaucoup de termes qui me semblent, moi, si demain j'étais à la tête d'une entreprise de taille moyenne, dans l'industrie ou pas, et de dire mais par où je commence quoi. Et, euh, et même sur ma petite expérience précédente, en fin de compte, une fois qu'on met les mains un peu dans le cambouis, on voit que c'est beaucoup de bon sens. Mais entre la façon dont on va y aller et la pratique, je pense qu'il y a vraiment effectivement besoin de démocratiser un peu le sujet. Et du coup, la décarbonation, c'est mettre en place quelque chose pour réduire ses émissions de CO2, ça j'avais compris, bravo. On a un objectif, donc décarboner, mais il y a une réglementation. Comment on a une deadline? Ouais, j'allais demander s'il y avait une date limite ou pas, ouais. Ouais, Et à qui ça partir s'adresse? de 2030, on est tous à moitié morts et 2050, c'est fini. C'est les moustiques. C'est ça, c'est les fameux moustiques. Voilà. du GIEC. C'est ça la deadline. Qu'est-ce Oui, que donc c'est demain. C'est demain. Non, mais le GIEC, en fait, fait des rapports annuels. Oui. Et en fait, c'est eux qui ont vraiment, en tout cas, arrête-moi si je me trompe, mais c'est eux qui sont vraiment à l'origine des alertes depuis un très, très grand nombre d'années. Je crois qu'ils ont déjà commencé dans les années 80 et tout. Tout à fait. Et en fait, leurs rapports sont malgré tout jamais pris au sérieux. Très peu, en tout jamais cas, assez pour eux. voilà, jamais assez pour eux. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un plus grand réveil des consciences. On le voit dans tout ce qu'on consomme. Maintenant, c'est écrit, même la facture de téléphone, ça a émis, vous avez émis tant de CO2. Quand on achète une voiture, c'est écrit le CO2 par kilomètre, etc. Il y a plus d'intéressement sur ce sujet-là.
Et donc, en fait, ils expliquent, ce sont des scientifiques Mhm. qui expliquent, si on continue comme ça, ce que ça va donner en fait en termes De réchauffement de réchauffement climatique. climatique et de Ok, le lien, c'est réalité, le C'est le réchauffement réchauffement et de climatique. réalité sur Alors, les populations. si on reprend ta première question, la décarbonation, tu as dit le côté, oui, première chose que tu as dit, Sandrine, et c'est vrai, c'est le côté un peu vocabulaire théorique, un peu les gros mots de la décarbonation. Je suis d'accord qu'il faut démystifier ça. C'est comme dans tout métier, tu as un peu ce jargon d'entrer dans le métier, comme les informaticiens, comme les médecins, qui est une façon de dire, bon, bah voilà, nous, on fait un truc sérieux, il n'y a que nous qui savons comment ça fonctionne, et on met plein de mots un peu scientifiques par-dessus tout ça pour habiller. Donc, dans la décarbonation, on n'échappe pas à cette règle, on a notre jargon professionnel en fait. Mais c'est vrai qu'il faut démystifier ça et puis essayer de rendre ça terrain et concret pour les acteurs économiques parce que eux, c'est ça qui va les intéresser. Tu as raison aussi, Mélissa, que derrière tout ça, il y a cette notion du réchauffement climatique. En fait, le CO2 est directement corrélé à l'augmentation des températures. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on réduise les émissions de CO2 dans l'atmosphère pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Même si on sait déjà qu'on n'arrivera pas à l'objectif des 1,5 degré. Par contre, entre 3, 4 ou 5 degrés, il y a une sacrée différence. Donc, on a cet objectif de climat. Mais j'ai envie de dire, et c'est une partie des entreprises avec lesquelles je travaille, au-delà de ça, on est militant climatique ou pas, on croit à l'écologie ou pas, il y a tout un tas d'autres enjeux derrière la décarbonation qui sont des enjeux pour moi véritablement liés à ce qu'est une entreprise aujourd'hui, qui sont des enjeux de souveraineté sur les matières premières et sur l'énergie, et des enjeux aussi de performance marketing. Et au final, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui intéresse les dirigeants, finalement, dans le pourquoi, du comment on rend le truc concret au final. Une entreprise, ça reste une entreprise et elle a pour mission de produire de la valeur et de la produire de la façon la plus efficace possible. Donc derrière ce gros mot de décarbonation, moi, quand j'accompagne les entreprises, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revienne vraiment sur le terrain et qu'on travaille des axes très concrets de comment on va décarboner, mais avec deux idées majeures en tête. C'est comment je décarbone en faisant de la performance opérationnelle, ce qui est quand même le nerf de la guerre pour une entreprise, comment j'ai des processus qui sont les plus simples possibles et les plus efficients. Et de deux, comment je décarbone en étant le plus stratégique possible, donc en ayant des forces commerciales, de l'indépendance, etc. Enfin, les classiques de la stratégie d'entreprise. En fait. Ça me parle un peu plus. Ouais, mais moi j'ai une question justement. Je lève Ouais, le doigt. ouais. Alors, effectivement, enfin, tu expliques comment améliorer, on va dire, son fonctionnement en améliorant sa production et donc son Mhm. taux de carbone. Et par rapport à, donc tu parles de production en tant que telle, mais tout ce qui est lié au digital, est-ce que vous avez déjà une réponse ou pas? Parce que ça, c'est extrêmement pollueur. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu regardes dans le bilan carbone de la France, le digital, c'est 4% des émissions, là où le transport, c'est 30%, l'industrie, 20%, Oui, mais les bâtiments, est-ce que c'est pas 20%. 4% parce que les serveurs sont ailleurs et pas chez nous? Non, non, c'est Ok. 4% au global. C'est-à-dire 4% quand on regarde ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les facteurs d'émission, qui sont les petits coefficients multiplicateurs pour calculer le carbone. On prend tout. On ne s'arrête pas à un territoire géographique. Ah, ok. On regarde tout, en fait. Donc, le digital, aujourd'hui, l'empreinte va augmenter. Et c'est un sujet, tu as raison, mais c'est 4%. Là où, encore une fois, les transports, c'est 30%. Ok. L'industrie, 20%. L'agriculture, 20%. Le bâtiment, 20%. Ok. Donc les grosses masses sont sur ces sujets-là, en fait. Et donc, typiquement, si je peux te donner, on peut donner un exemple tout bête. Alors, première chose, ce qui est intéressant quand on arrive dans les boîtes, c'est qu'on se met à compter des choses que jusqu'à présent, les gens ne comptaient pas. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que dès qu'on compte quelque chose, on le rend visible. Ouais. Et nous, on va commencer à compter du carbone. Alors, ça peut être surprenant pour nos clients parce que c'est pas de la vraie compta. Des fois, on fait des estimations. Mais on commence à leur demander des choses qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Et l'exemple que je trouve le plus typique, c'est on leur demande dans l'industrie notamment de compter la matière première non plus en euros, mais en poids. Et on calcule des indicateurs sur le taux de matière qu'on va engager pour le taux de matière qui va sortir. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de totalement nouveau dans la tête des industriels, de se dire la matière est une denrée un peu précieuse, je ne peux pas la gaspiller comme ça. Et cet indicateur du taux de consommation de matière, qui est aussi quelque chose de très carboné, qui va jouer sur l'impact carbone, puisque moins j'engage de la matière, Oui. moins je consomme de carbone. C'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les vêtements. Moins je produis des vêtements qui vont être démarqués dans des outlets, moins je consomme du carbone en fait. C'est pareil pour l'acier.
c'est pareil pour tout. Et donc ça, c'est intéressant pour le carbone, certes, mais c'est intéressant aussi ce que je disais d'un point de vue économique, parce que la matière, ça coûte cher et ça a tendance à coûter de plus en plus cher. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue d'autonomie stratégique, parce que la matière, on n'est pas forcément producteur. Donc on baisse notre niveau de dépendance à des matières qui viennent pas de chez nous. Typiquement, sur les métaux, en post-Covid, il y a eu un petit mouvement de relocalisation. Cette année, 80% de la production d'acier est repartie en Chine, en fait. Donc, mes clients qui transforment de l'acier en France, ils sont dépendants de ça. Donc, c'est pas neutre, en fait. Donc, régulièrement, j'ai ces discussions avec les clients où on dit en toute franchise, OK, on décarbone pour le GIEC, parce que le GIEC nous dit qu'il faut décarboner pour l'avenir de la planète, mais on décarbone aussi pour l'avenir de nos industries et l'autonomie et l'indépendance stratégique. Et donc, au passage, j'ai quelques exemples de clients en tête où, en commençant à compter la matière, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de perte qui était largement supérieur à ce qu'ils pensaient. Derrière, c'est un équivalent temps plein en plus. Voilà, tu améliores la rentabilité également. Voilà, exactement. De toute façon, si on veut faire de la décarbonation de l'entreprise, encore une fois, il faut travailler sur les leviers de l'entreprise, qui sont l'augmentation de la rentabilité et de la performance opérationnelle. Voilà, la matière, c'est un exemple très concret, en fait, qu'on peut appliquer, encore une fois, aux vêtements, à l'acier, au plastique, à plein de choses. L'autre exemple sur la décarbonation et les processus opérationnels que j'aime bien, c'est l'énergie. Alors l'énergie, souvent dans le bilan carbone, c'est pas forcément la plus grosse masse, sauf sur les industries qui sont très très utilisatrices d'énergie. Par contre, on a tous vécu la crise de l'énergie et on sait que c'est aussi une denrée essentielle en fait. Sans énergie, on ne produit rien. Donc le fait d'accompagner les entreprises dans le simple fait d'avoir une petite partie en autoproduction, en panneaux photovoltaïques ou autres, et là on joue sur la performance économique. Il y a du retour sur investissement en termes de dépenses et en plus, on travaille sur la capacité à être indépendant stratégiquement. Donc voilà, c'est pour ça que derrière décarbonation, derrière ce mot-là, moi, ce que je pense, c'est que c'est un processus plus transverse où on essaye de bouger l'entreprise pour lui donner plus d'assises dans ce monde dans lequel on va, où on anticipe qu'un certain nombre de ressources vont être un petit peu plus contraintes que ce dont on avait l'habitude jusqu'à présent. Alors, moi, il y a quelque chose qui me plaît bien dans ce que tu dis, c'est forcément, on a des PME et des TPE où les ressources sont plutôt limitées et on travaille toujours un peu dans l'urgence. Et que le fait d'intégrer la décarbonation ou de rentrer dans le processus de décarbonation, ça permet aussi de faire une photo à l'instant T de la façon dont on fonctionne. Et donc, ça, je trouve ça plutôt intéressant, mais je m'en doutais un peu quand même. Par contre, moi, j'ai une question, alors à Mélissa ou à Juliette, mais est-ce que tu intègres la décarbonation dans la responsabilité, la politique RSE de l'entreprise? Parce que ça fait partie aussi certainement du E de RSE. Oui, ce que vous disiez en intro, c'était aussi un peu ces questions de loi. Quel est l'environnement qui est en train de se dessiner? C'est ce gros mot là qui s'appelle CSRD, cet acronyme, c'est la façon dont on va imposer à un certain nombre d'entreprises au niveau européen de faire du reporting extra-financier, c'est-à-dire de reporter sur des... Reporter, c'est un anglicisme, mais bon, de faire reporting. Du reporting. Je cherchais un mot français, bon, c'est raté. Mais de comment on va mettre en place des indicateurs de la performance économique de l'entreprise qui ne soient pas que financière, mais qui soient aussi sociale et environnementale. Et dans la CSRD, on a 3 grands chapeaux. On a un volet RH, qui est le volet classique RH, que les entreprises ont déjà l'habitude de travailler, le taux d'absentéisme, le turnover, etc. On a le volet gouvernance, comment est organisée la gouvernance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a de la corruption, etc. Et puis il y a le volet indicateur climat, dans lequel on a le carbone, mais pas que. On a aussi l'eau, la biodiversité, etc. Le carbone étant quand même ce qui aujourd'hui est le plus structuré comme indicateur et le plus facile, entre guillemets, à mesurer parce qu'on commence à avoir des référents et des standards. Mais oui, moi j'intègre ça, tel le paysage qui est en train de se dessiner, c'est de dire à l'entreprise, vous allez devoir intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans votre gouvernance au travers d'une espèce de norme qui va s'appeler la CSRD, qui va vous donner des grandes façons de structurer ce reporting et ces indicateurs, et ça en mêle donc climat, social et gouvernance. Donc ce CSRD, j'ai bien dit Corporate Sustainable Reporting Directive, si je me trompe pas. Je vais rester sur CSRD. Donc tu dis que ce sont des normes.
Donc, qui dit norme, dit réglementation, dit obligation. Oui. Donc, c'est une obligation. Alors, c'est une obligation pour, à partir c'est déjà une obligation pour les grosses entreprises de plus de 250 salariés, et il y a un autre critère de résultat et de bilan sur lequel je ne m'étendrai pas, mais pour les grosses boîtes, c'est déjà obligatoire là. Comme toutes ces analyses, ça implique qu'on travaille avec notre chaîne de valeur sur les indicateurs. Ça impacte par défaut les sous-traitants, et ça, je le vois déjà arriver chez un certain nombre de clients. Et donc, du coup, les PME, il va y avoir ce qu'on appelle une norme volontaire, pour les PME volontaires, une norme un peu allégée qui donne en fait, et alors c'est une norme plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un panel d'indicateurs. En gros, on a des gros chapeaux avec tout un tas d'indicateurs par thématique dans lesquels on peut aller piocher, et à l'entreprise de faire le travail de trouver les indicateurs qui la concernent et de les mettre en place et de les suivre dans son activité en fait. Et donc, Juliette, c'est à ce moment-là que toi, tu interviens dans l'accompagnement. Comment, voilà, demain, j'ai une entreprise de 50 salariés, je produis une partie de mon activité, je fais du négoce sur une autre partie de mon activité. Comment, je veux être volontaire, parce que c'est toujours bien de prendre le premier wagon. Mais comment je m'y prends? Je télécharge un fichier, Alors, j'appelle. en réalité, ça se fait rarement comme ça. C'est rarement la PME qui dit je veux faire de. Bon, peut-être ça viendra dans 2-3 ans, mais là, au niveau du marché, c'est pas la PME qui dit ah, je veux être volontaire sur la CSRD, youpi, ça m'éclate. C'est rarement ça. Souvent, c'est plutôt soit des impératifs de coût, souvent, soit c'est parce que j'ai mon client, justement, gros donneur d'ordre, qui se met dans la démarche et donc il faut bien que je suive. Soit c'est des secteurs qui ont besoin de bouger tout de suite, parce que je disais, il y a aussi ce côté marketing stratégique. Bah, typiquement, le plastique est un secteur qui s'est énormément transformé parce qu'il a été tellement attaqué, qui s'est vraiment mis en ordre de marche pour la transition avec plein d'innovations. Donc, c'est souvent comme ça que Alors, et aussi, j'ai quelques dirigeants, souvent c'est sur les débuts de promo, de programme. On a aussi des dirigeants très embarqués, très convaincus. Mais voilà, il y a, on va dire, un mix de raisons qui poussent le dirigeant à aller dans un programme de décarbonation, qui vont de la conviction à l'avantage stratégique, en passant par le souhait de booster la rentabilité. Bon, souvent, c'est un mix des trois et c'est très bien. Justement, c'est là où on aura le maximum de levier, en fait. Et donc, bah, on démarre comme toute mission de conseil, hein. D'abord, on fait un diagnostic, donc soit un diagnostic d'organisation, soit un diagnostic, un bilan carbone où on mesure, soit un mélange des deux. Et moi, je raisonne comme on raisonne tout consultant. On va voir où on est l'entreprise sur son niveau de maturité, un peu organisationnel. Et en fonction de ça, on sait comment on va pouvoir aborder le sujet. Soit l'entreprise est hyper mature, elle a plein de process déjà très structurés, un système d'info au top. Et donc là, on va aller très vite. Soit sinon, on va commencer à travailler sur d'autres sujets avant de faire de la décarbo, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de système d'info, donc du coup qu'on n'arrive pas à mesurer les poids des produits, donc on ne peut pas avoir nos indicateurs matière, etc. Donc on enchaîne les sujets en fonction du diagnostic qu'on fait. Okay. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien dans la décarbo, c'est que souvent c'est 360 et on va régler on va travailler sur d'autres sujets en fait connexes. Et quand on sort, moi, ce que j'aime bien dire, parce qu'on sert à ça aussi, on a toujours fait progresser l'entreprise sur quelques axes de ces process, en fait. Donc, en fait, cette décarbonation va aussi inclure des frais supplémentaires. Quand tu disais, parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas de quoi mesurer le poids, etc. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit investir pour mesurer. Enfin, alors, est-ce que c'est pas un double... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une bonne chose que tu soulèves. C'est pas forcément investir, c'est des fois mettre le process en place. Alors, ça mais c'est payant. Voilà. Enfin, tu vois, il y a tout un process, il y a tout un coût humain. Un recrutement ou un logiciel, ouais, alors, avec maintenance, enfin, tout ça. Des fois, pas forcément. Okay. Typiquement, sur ce qui est le plus efficace pour les poids, c'est de greffer ça sur les ERP des entreprises et de se greffer sur le système d'info, pas faire un truc à côté. Mais oui, c'est du temps, systématiquement. C'est pour ça que ça ne marche que si on colle au process de l'entreprise et que si on a de la performance derrière. Parce que sinon, personne ne va vouloir passer du temps sur quelque chose qui n'apporte rien au fonctionnement quotidien. Après, moi, je le vois aussi d'une autre façon, c'est que aujourd'hui, si on ne fait pas ce mouvement d'accompagnement des entreprises pour qu'elles montent en gamme sur tous ces sujets, on va être dépassé. Déjà qu'on a des niveaux de maturité de PME qui sont globalement inférieurs en France à ce qui se passe vieillissantes, avec des niveaux de maturité inférieurs à ce qui se passe aux États-Unis et en Chine.
Moi, je prends aussi la décarbo comme un moyen de monter la qualité et la maturité du tissu productif. C'est aussi l'objectif. De Et créer de la valeur, en fin de voilà. compte, c'est d'optimiser les process et de créer la valeur. Si l'entreprise aujourd'hui, elle n'a pas d'outils pour mesurer l'analyse de la valeur sur sa production du produit A ou du produit B, et du coup, comment tu peux construire tes tarifs derrière, comment tu Exactement. peux gérer tes stocks derrière et comment tu peux négocier avec tes clients, tout devient très compliqué. Et donc, c'est effectivement, alors, cette approche-là, oui, elle est essentielle pour faire grandir les entreprises. Sinon, notre tissu économique en France, c'est quand même la PME. Et on n'a pas forcément, on s'est laissé un peu vivre sur nos acquis. Mais rien n'est jamais permanent sauf le changement. Ça y est, je l'ai sorti. Vous avez une sorte de geek que vous sortez à tous les podcasts. C'est ma citation fétiche. Et elle n'est pas du tout de moi. Hein. Alors je le sors, allez, je le sors. J'ai eu des jolis mots, décarbonation. Non, je dirais pas de qui c'est, mais c'est un philosophe grec. De toute façon, les fidèles du podcast le savent. Ouais. Ok, donc on a coché la case citation. Quelle est la prochaine étape? Donc voilà, après, typiquement cet après-midi avec les masters, on écoutait un replay sur la CSRD avec Pascal Canfin, qui est le député européen qui coordonne le groupe Renew au niveau du Parlement. Et lui, il disait que la Chine y va. Typiquement, la Chine a acté dans la double matérialité. Alors, Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la Ouais, c'est double ce que j'allais matérialité? dire, ouais. Parce que là, ça y est, Juliette, alors tu es Elle est partie. passionnante à écouter. Ouais. Et C'est parti. Juliette est partie, donc Renew, ouais, super. Ok. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que donc c'est un député européen du groupe centriste au Parlement européen qui milite pour la CSRD et qui est quand même très actif sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'il disait, ce que j'ai appris cet après-midi, c'est que qu'est-ce que c'est la double matérialité? C'est de demander aux entreprises de faire une analyse de risque qui soit pas qu'une analyse de risque financier, mais qui soit une double analyse de risques environnementaux et financiers. Ce sont des choses que nous, on travaille en stratégie bas carbone, qui est de se dire, j'arrête de faire mon analyse de risque uniquement sous le prisme marché et classique qu'on connaît, j'intègre dedans le risque de transition climatique systématiquement et je regarde les risques que l'environnement fait peser sur mon entreprise et inversement. Les risques que je fais peser sur l'environnement parce que potentiellement ça, à un moment, ça va avoir des conséquences sur mon activité. Donc Alors, c'est ça. j'ai peut-être une question un peu simplette, mais qu'est-ce qui se passe si il va bien y avoir des entreprises qui vont pas réussir à rentrer dans les critères? J'imagine qu'il y a pas un panel, mais je sais plus comment on dit. Un objectif. Ouais, avec des Alors, tranches. Des cibles. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer pour alors ceux ça, qui c'est la n'arrivent question. pas Je te à... remercie parce que c'est la Ah. question que tous les clients me posent en ce moment, à Bah, tu vois. laquelle je n'ai pas de réponse. Ok, c'est encore Parce que flou. c'est trop tôt et que c'est encore flou Bah et ouais. qu'effectivement, mais je comprends, j'ai même un certain nombre de clients qui des fois sont un peu Parce que- paniqués ou en parce tout que est-ce cas que c'est- qui se demandent à quelle sauce ils vont être Bah mangés. oui, parce que est-ce que Ouais. c'est possible pour tous les types d'entreprises ou pas? Mais De on n'a pas décarboner les pour rentrer mêmes dans les leviers. chiffres. De mesurer, je pense que c'est possible. Ça oui, non, pour mais de toutes les répondre au entreprises. résultat qui sera attendu en fait. Alors, Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sera possible? Bah du coup, on ne sait pas puisqu'on n'a pas de chiffres. Alors déjà, pour l'instant, on a des trajectoires de référence, mais qui sont pas, on nous les impose pas. On nous dit voilà, c'est là Mais où c'est on doit établi aller. par qui ça? Les trajectoires de référence par le GIEC, par Ok. les experts du SBTI, de l'ADEME. Ok. C'est des Oui, c'est plusieurs ingénieurs experts. Ouais, voilà, voilà. qui Ok. nous donnent des trajectoires de référence. Mais la grosse question, moi j'aime bien avoir ces trajectoires, hein, mais effectivement la question c'est comment on les suit. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et l'autre question que posent souvent les clients avec justesse, comme toi, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous, comment on va être évalué sur ça, qu'est-ce qui va être normé. Aujourd'hui, c'est trop tôt, le marché n'est pas du tout prêt pour répondre à ces questions-là, ce qui génère beaucoup d'inquiétude de la part des acteurs économiques. Et je l'entends, parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait des résultats qu'on produit, nous, dans les évaluations et dans les plans de transition. Mais objectivement, j'ai aucune réponse. Et l'autre question que tu avais, est-ce qu'on peut décarboner pour tout le monde? Franchement, d'une entreprise à l'autre, on va avoir des leviers très différents. Ok. Ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que l'entreprise est très émissive sur la partie énergie? Ça, c'est le plus simple. Enfin, quelque part, c'est le plus simple. C'est le plus coûteux, mais c'est le plus simple. On a un levier qui est de travailler sur son outil de production. Le problème, c'est le montant des investissements. Dans une période où très clairement plus personne ne veut payer pour rien. Bah non. Donc, pas les clients, pas les marchés. Les chefs d'entreprise les entreprises sont souvent sous-capitalisées. Il n'y a plus trop de subventions. Donc, comment on fait muter tout ça? Ça, c'est une vraie complexité.
Et puis, quand on a des ROI sur 5-6 ans, ça va. Si on a des ROI sur 10-15 ans ou 20 ans, c'est tout de suite plus compliqué, surtout avec la volatilité des marchés actuels. Donc, c'est ça. Après, ce qui va aussi nous donner de la capacité à décarboner ou pas, c'est la place de l'entreprise dans sa chaîne de valeur. Si je suis client, que c'est moi qui fais le marché, ou si je suis sous-traitant et que je suis, les leviers ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Donc, je n'ai pas de réponse standard à ça. Mais on est d'accord que c'est un process qui a pour objectif d'être mis à l'international aussi. C'est un process qui a pour objectif d'être mis là. Ça, j'en sais rien. Tu me poses une colle. Tu vois, c'est pareil. Ouais, tu me poses une colle. Ce que j'apprends aujourd'hui, ce que j'ai appris cet après-midi, typiquement, c'est que la Chine est en train d'y aller, qu'il y a des grosses batailles générales sur comment chaque territoire géographique se positionne sur le sujet, en fait, qui sont classiques de l'être humain. Ouais, et puis de toute situation stratégique, on va dire. Oui. Voilà, mais là, moi, je suis pas géopolitique. Enfin, je fais pas de géopolitique et je me contente d'accompagner les PME. C'est, comme tu dis, c'est à la limite de la géopolitique finalement. Ce qui est à la limite de la géopolitique, c'est qu'est-ce qu'on décide. Non, mais je suis d'accord, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire de notre tissu productif en Europe et où on veut l'emmener. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Après, c'est pas moi qui vais trancher sur ces questions-là et j'ai pas de réponse à toutes ces questions-là. Déjà, j'ai pas de réponse. On fera un podcast dans 2-3 ans. Peut-être qu'on y verra plus clair. Demander mise à jour V2. Alors, la décarbonation, moi aussi, je vois. Là, on a vu un peu les contraintes et effectivement, on pilote un peu à vue, on n'a pas forcément une vision, sauf une échéance, et on n'a pas d'objectif, d'indicateur précis. Mais en même temps, ça peut développer aussi la créativité, l'innovation. Ça, c'est super important. Moi, je trouve. Non, mais je te trouve très positive et j'apprécie. Voilà, mais à un moment donné, et Juliette le disait, elle a appris que effectivement la Chine allait s'y mettre. Ouais. La Chine, ils vont mettre les moyens, ils vont aller 1000 fois plus vite que nous. Donc voilà. Alors après, ils ont un tissu industriel qui est un peu différent du nôtre, mais nous, on a de la matière grise et on fait souvent preuve. Alors on râle beaucoup. Ça, c'est sûr. Là, on va pas se mentir, il nous faut des capacités d'investissement aussi. Et voilà. Et quand on on va tourner en rond. C'est la guerre partout. Ouais. Tu vas aller demander des sous où? Non, mais en vrai, objectivement, on est d'accord. Je veux pas être pessimiste. Hein. Non, mais il s'agit pas de parce qu'on va finir par trouver des solutions. Mais début 2025, il faut bien se dire aussi qu'à un moment donné, si on veut accompagner cette transition, il va falloir y mettre les moyens et que c'est pas. L'innovation, c'est sûr, on va aller chercher des gains de performance parce qu'on n'a pas le choix. Ça fera pas tout non plus, en fait. Les moments, voilà, les machines, il faut les changer, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas le choix, voilà. J'ai appris que les machines hydrauliques étaient beaucoup plus consommatrices en énergie que les machines électriques. Ne me demandez pas de rentrer dans les détails, mais ça coûte cher, ces petits machins, donc il faut bien les changer. Voilà. Mais ceci dit, je te rejoins sur l'innovation, c'est ce que je disais aussi. Souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi gagner des positionnements stratégiques, marketing un peu différenciants. Parce qu'on est au pied du mur. Parce qu'il ne faut pas oublier, donc effectivement, décarboner, mais on va créer de la valeur si on traite la révision des chaînes d'approvisionnement. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. On va gagner en rentabilité si on devient plus efficace en termes d'énergie, etc. Mais à un moment donné, si on n'innove pas et on n'apporte pas quelque chose de nouveau ou avec un axe stratégique différenciant, voilà, c'est pour ça l'innovation, il faut y aller. Mais je crois qu'en France et en Europe, on a les moyens si on arrête un peu de râler et qu'on y va et qu'on est accompagné, je te rejoins. Oui, j'allais dire, par contre, il faut un vrai accompagnement. Et puis c'est des sujets trop laborieux. Il faut se dire que c'est du temps long aussi, parce qu'il faut bouger pour que ça bouge, il faut bouger tous les paramètres, bien le légal, l'investissement, il faut bouger les façons de consommer, et ça, c'est pas des choses qui se font en 2 ans en claquant des doigts, c'est du temps long de changement. Mais quand même, par rapport à il y a 3, 4 ans, 5 ans, je trouve qu'il y a quand même une avancée dans la culture ou en tout cas dans la mentalité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde entend parler de décarbonation. On est sensibilisé, comme je le disais au début du podcast, par les achats qu'on fait, etc. Et c'est quand même bien aussi d'impliquer le particulier si on ne parle pas que d'entreprise. Et c'est ça aussi peut-être qui va permettre d'avancer plus ou moins plus vite, mais si tout le monde a conscience de la chose, tout le monde ira dans la même direction. Et puis ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien quand je fais des programmes de décarbo, en fait, c'est que les salariés qu'on touche dans ces programmes sont aussi des humains dans le quotidien, en fait. Hein. Oui. Et donc du coup, des fois, il y avait une petite équipe que j'aimais beaucoup.
avec qui on a pas mal avancé dans le projet. Et après, je me souviens que Vous l'avez fait à titre individuel, là? non, une des responsables Mm. après m'a dit ah mais du coup quand on a parlé de l'empreinte carbone à l'école de mon fils, j'ai compris parce qu'on l'avait vu avec vous dans le cadre du projet. Donc voilà, c'est intéressant aussi parce que les gens sont sensibilisés aussi à titre perso, en fait. Et ça, c'est un aspect, alors en plus, on est toutes les trois formatrices, donc du coup, cette partie pédagogie, elle est essentielle et à tous les niveaux. Et je trouve qu'effectivement, des programmes de décarbonation, alors c'est du temps, c'est de l'argent, clairement, mais c'est aussi quelque chose qui peut créer du lien dans l'entreprise. Et là, on va parler d'intelligence collective. Si on fait participer l'ensemble des collaborateurs, et je vous garantis, pour avoir testé ça sur une entreprise, alors c'était sur le programme REACH, qui a été imposé par l'Europe, et du coup moi je savais pas trop comment le prendre, et donc on a fait des tables rondes en disant voilà comment on peut s'y... Il y a eu des sacrées idées émergentes, et ça crée une vraie dynamique, et ça implique aussi un peu tout le monde. Oui, moi c'est Donc, vraiment ce mais que c'est tu long. dis. C'est vraiment ce que tu dis, et ce qui est sympa dans le programme. Enfin, moi, j'arrive jamais dans une entreprise en me disant j'ai la solution. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis là. Les boîtes qui vont le plus loin, souvent, c'est quand on implique le max d'équipes terrain, parce qu'il faut remonter plein d'innovations, et du coup, ça structure une réflexion qui est hyper intéressante, et où on a des solutions adaptées à l'entreprise. On n'arrive pas avec nos idées préconçues un peu dogmatiques, quoi. Vraiment, ça part de l'innovation de terrain. C'est la culture du lean qu'on a dans l'industrie, en fait, hein. Et ça, c'est passionnant. C'est là où c'est l'émission où je vais m'éclater le plus, parce que voilà, il y a du nouveau, et puis il y a cette espèce de dynamique collective qui crée le changement, en fait, hein. Le lean management. Ouais. Non, mais par contre, ce qui Ça va va être moi, je suis sur la réflexion en fait, finalement, tout ça, ça va être intéressant parce que les industriels, donc, vont devoir s'adapter. Ce qui veut dire qu'on va enfin peut-être voir des choses moins pas bizarres, mais quand on achète un produit et qu'il est dans un emballage, et que lui-même est dans un emballage, et que dans l'emballage, tu as un autre emballage, déjà, tu te dis qu'il y a un problème à la base. Donc peut-être que ça améliorera aussi ce côté, on en fait trop pour pas grand-chose, quoi. Je veux dire, si tout le monde doit jouer le jeu, donc les industriels aussi, effectivement, ça peut les obliger, entre guillemets, Oui, à mais réfléchir, les industriels, notamment je aux pense emballages. Je qu'ils pense ça parce qu'ils sont... font la pub en ce moment sur les emballages. Ouais, les Je sais même industriels, plus ils c'est sont quoi la phrase, je globalement sais pas si vous avez volontaires vu. en plus, hein. C'est pas la question, c'est que souvent ils ont parfois l'impression d'être un peu démunis sur les leviers d'action et de manquer de financement, mais dans l'ensemble ils sont volontaires parce qu'en plus Ça crée de la valeur. ça crée de la valeur. Et ils maîtrisent leur process. Et donc l'indépendance par rapport aux matières premières, et l'indépendance au niveau... plus tu maîtrises ton outil de production, Oui, c'est ça. plus tu deviens libre, Bah oui. plus tu maîtrises tes coûts, plus tu pilotes correctement Mais typiquement, l'activité, quoi. les dentifrices, pourquoi ils sont dans des cartons? Non, mais c'est J'ai pas de ridicule. clients dans le dentifrice. Non, mais Je tu peux vois, te dire. ben quoi? Mais ça, c'est bien, ça va permettre d'arrêter de faire des cartons c'est écrit la même chose que sur ton dentifrice. Comme les pommes bio avec l'emballage plastique, voilà. Ouais. C'est vrai, Non, mais c'est alors bien. après- On arrêtera Mélissa, d'aller vers Mélissa, des quand même, si je peux- inepties comme Si celle-ci. je peux me permettre, souvent, Vas-y. dans les bilans carbone, l'emballage, c'est qu'une petite partie. Eh ben, il Le n'y a plus- pas de Non, c'est mais quoi? J'ai plus mes expressions ce soir, mais mais- bon, il n'y a pas de petits gestes ou de petits pas. C'est un test qu'on avait fait avec un fournisseur d'agroalimentaire, c'était intéressant. Ouais. Dans son bilan carbone à lui, le gros, c'est la matière première et une toute petite partie, c'est l'emballage. Le problème, c'est que des fois, quand tu switches sur l'emballage, tu anticipes la perte de matière première potentielle. Et donc, au final, Oui, non, mais bien faire, enfin là, tu un tube de dégrades. dentifrice. Ok, le tube de excuse-moi, dentifrice, je suis d'accord. le truc, il est en plastique. Mais achète du dentifrice solide, tu n'auras plus le problème. J'ai essayé du dentifrice bio. Alors, ce qui est, mais voilà. Alors, ce qui est plutôt, alors, pour ceux qui, non, c'est, donc, Mélissa, Juliette et moi, on est très proches. Juliette est plus jeune que moi, mais Mélissa, je vous redonne son âge, c'est pas un secret parce que si vous écoutez nos podcasts, on en parle souvent. Mélissa a 33 ans. J'ai 57 ans. Et on a notre nouvelle quinca bientôt, Juliette, qui va avoir 50 ans. Et la plus réfractaire et la plus râleuse, non, c'est... Je suis pas réfractaire. Notre génération X. Non, je suis Y moi en plus. C'est toi X. À chaque fois, j'arrive pas. Moi, à chaque fois, je me trompe. Bah, X, Y, Z. Les plus vieux X, Y, Z. Tu vois. Excuse-nous. Non, je suis pas réfractaire. Mais vous le savez,
oui, je râle parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, etc. Ça, je le dis ouvertement. Enfin, vous le savez très bien. C'est notamment aussi via cette marque que j'avais créée où je me suis rendu compte, parce que moi, j'étais convaincue corps et âme, oui, il faut arrêter ça, il faut consommer comme ça, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, voilà, un peu comme vous. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, les gens ne sont absolument pas prêts, les consommateurs, pas Mais forcément les hommes. pourquoi? Tu le sais pourquoi? Parce que c'est une question d'argent, Mais parce qu'on est carrément. trop capitaliste aussi, d'une part. Je pense qu'il y a de la part des entreprises. Je parle pas forcément ceux en France, pour le coup. Enfin, notamment via Moi, les vêtements qu'on disait tout à l'heure. moi, je stigmatiserais ni les entreprises ni les consommateurs. Enfin, on peut pas, voilà. Mais c'est un cercle vicieux. Tout le monde blablabla. Mais en fait, le but, c'est d'avoir de l'argent. Le but, c'est de consommer parce qu'on a été élevé dans la surconsommation, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce modèle n'est plus possible. C'est une réalité, on le sait. Enfin, tel quel, non, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Mais du coup, il faut que tout le monde joue au jeu. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de crier. Nos modèles économiques, ils sont basés depuis. Mais oui, mais ils sont c'est pas ça basés sur qu'on. la consommation. Bah oui, mais il y a pas- un problème. Pour moi, tu peux pas réduire ton empreinte carbone et faire descendre les degrés qu'on est en train d'ajouter, non pas liés au réchauffement climatique naturel, mais liés à notre production, à notre consommation, et dire mais attendez, on continue de consommer, mais on va essayer. Bah non, en fait, c'est à un moment, faut rétrograder, il faut peut-être plus être autant capitaliste. De toute façon, ça sert à quoi en vrai? En Oui, tout mais cas, oui, en il faudra même baisser temps- un peu le niveau de conso. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est Mais dans ça, quel. Comment? On n'est pas seul au monde. Bah non, je parle de tout le monde. Voilà. C'est tout le monde. C'est pas que l'Europe ou la Chine, c'est tout le monde en fait. Enfin, l'être humain, il court en majorité. Enfin, on a tous été élevés dans le capitalisme. Et du coup, dis aux gens, bah tu produis moins, mais tu gagnes moins et tu consommes moins. Bah non, c'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. Après, c'est On un veut autre toujours plus. Non, mais on veut toujours Je plus. dirais que c'est un autre sujet plus philosophique. Oui. Après, un système J'ai économique fait beaucoup qui tient autre que le capitalisme, perso, j'en connais pas. Qu'on régule le capitalisme, oui, ça Voilà. ok, mais jusqu'à présent, celui qui est le plus et qu'on régule la conso et qu'en tout cas, effectivement, on se dise à un moment, surconsommer, c'est peut-être pas l'objectif d'une vie. Ça me Mais semble ça, un c'est point sûr. de vue philosophique assez tenable. Mais tout ça, ça va prendre du temps parce Bah, que c'est quand même c'est du temps, c'est ce qu'on disait sur les usages, les façons de percevoir la vie. Voilà, pour moi, c'est un mouvement long. Je pense que 2050, c'est un non, horizon mais qui moi, est tout juste tenable en fait. quand je lis tous les commentaires sur les réseaux et tout, sur n'importe quel sujet, voilà, qui permet l'avancée ou quoi, je me dis, mais on rétrograde, mais à une vitesse. Mais à un moment donné, Mélissa, on a deux options. Soit dire ah non, ben c'est pas bien, hein, machin. Soit on met en place des dispositifs qui vont être longs, dont on maîtrise pas forcément l'aboutissement, mais au moins on va essayer. On reste pas statique. Ah, bien sûr. Donc il n'y a pas de solution certainement miracle. Moi, je pense que déjà chaque personne, chaque entreprise a son propre ADN et en même temps, les pouvoirs publics doivent effectivement essayer de converger sur des objectifs communs. Et oui, on a le droit de râler, on a le droit de pas être d'accord, mais surtout, là Mais où c'est pas moi que je suis pas d'accord. j'ai du mal, c'est que si on reste statique et on dit non. Non, Non je ne suis pas, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Le GIEC, j'en parlais en 2018 quand j'ai lancé la marque, j'en parlais et quand je disais bah en 2030 parce qu'ils disaient déjà ces chiffres. À l'époque, on me regardait en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, on va jamais tuer notre propre planète, tu vois, c'était un peu ça il y a 5-6 ans en arrière. Et aujourd'hui, les gens commencent à capter, mais j'ai pas dit que j'étais contre. Je dis juste que notre système et le tempérament de l'être humain, le fonctionnement de l'être humain ne va pas dans le sens d'une meilleure consommation et de regarder vainement. C'est de Mais l'éducation. regarde tous les gens qui tuent tous les animaux et tout. Enfin, je veux dire, non mais c'est vrai. Alors là, on fait un podcast Cette consommation. génération, Non mais j'entends. Même en France là, tous les dauphins qu'on tue et tout. Mais à quoi ça mais sert? je regarde Non, mais à aussi qu'on a sauvé plein d'espèces animales, qu'on met en place des choses. Mais on est violent. Non, mais c'est vrai. La génération des trentenaires est désabusée. Elle est désabusée. J'entends ça aussi, toi, Sandrine. Alors, non, mais vous avez raison, nos futurs. Non, je plaisante. Hein. Non, mais j'ai pas dit qu'on était contre. On croit plus à l'avenir, nous. Mais on est Mais réaliste. on va mourir avant toi, en plus. Bah, je sais, mais nous, on va mourir. Mais moi, malheureusement, je l'espère. Enfin, sinon, vous viendrez à mon enterrement, sinon, quand même, j'espère. Non, mais
Mais nous, on a conscience, enfin, je vais pas dire de façon crue, mais on a conscience qu'on va mourir salement. On le sait. Salement, c'est-à-dire dans des conditions écologiques, un climat, dans des conditions Oui, de vie. c'est ça C'est fini, en fait, ce qu'on a connu. Non, mais vraiment. C'est ce que j'entends dans votre discours. Ouais, c'est vrai que c'est Oui, un peu on en a flippant pour conscience. nous d'entendre ça Bah, de la part c'est de fini. générations plus jeunes. Tu vois, je me dis quelque part, on a failli dans notre devoir de Non, mais transmission. Non, c'est mais si, pas, aussi même de vision positive de c'est la pas vie. de Non, votre alors faute. si Non, mais vous, je voilà, sais bien. non, mais ça Je c'est sais une bien. discussion qu'on a eue avec Mélissa sur un précédent Un podcast? podcast. Ah oui. On a dû faire plein de coupes, Oui. Ouais. certainement, Non, oui. parce qu'à un moment donné, effectivement, vous pouvez nous rendre responsables de beaucoup de choses, J'ai pas dit que c'était votre faute. sauf que, Non, moi, je l'ai pas entendu comme Ah ça. ouais. non, non, Ouais. mais vous pouvez, cette génération, en disant, vous n'avez rien fait pour nous. Nous, on a fait avec ce qu'on avait. Ouais, bien sûr. Et à un moment donné, Mais c'est normal, on avait peut-être c'était pas des cet sujets. accès, il y avait Donc pas c'est tout normal. ça. Donc on va arrêter de se flageller. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas conscient qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Oui, mais Et moi, c'est c'est pas peut-être ce que pour je ça dis. qu'on a plus d'espérance dans Bah, tous ces Non, moi, dispositifs j'ai pas type entendu ça. décarbonation. Mais C'est pas ce que je dis. Je dis que, enfin, de toute façon, ce n'était pas des sujets à votre époque. Non. Donc, forcément, certaines personnes y ont pensé, c'est normal, mais la majorité n'y pensait pas. Donc, Moi, tu je l'ai peux pas, je l'ai pas entendu comme le fait qu'on en était coupable Non. de la. De toute façon, c'est une succession de tout. C'est pas à Par vous. contre, ce que Enfin, j'entends, et je le prends pas non plus à ma charge, ce que j'entends et ce que je vois dans un certain nombre de gens de ta génération ou Ouais. des enfants qui sont encore un peu plus jeunes, Ouais. ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de côté désabusé qui forcément nous alerte en tant que vieux ou quinquas et futurs quinquas ou parents, parce qu'on Ouais. se dit, ah bah, quand même, ce qui fait vibrer aussi, c'est la croyance en l'avenir. Donc, voilà, comme c'est plutôt ça, que ça m'alerte plutôt d'un point de Ouais. vue humain que d'un point de vue culpabilisant, en fait. Ah oui, non, oui, C'est oui, plutôt ça que je clairement. voulais dire. Ah bah oui. Mais Juliette, elle te reformule ça en 2-2. Incroyable. Il paraît que c'est mon métier de reformuler. Je suis payée pour Bah ça. voilà. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est triste. C'est que malheureusement, pour X ou Y raison, on s'est rendu compte des choses trop tard et plusieurs générations vont le payer. Et ce que ça donnera, j'en sais rien. Je suis pas devin, mais Et c'est pour ça que du coup, il faut parler de décarbonation. Donc, messieurs, les mais partout dans le monde. industriels- Oui, bah j'insiste. Hein. Ouais, Oui, Mélissa. Après, tu sais, Mais tu vois, moi, bah oui, mais- j'agis là où je pense que j'ai un Mais pouvoir c'est déjà bien d'action d'agir. Mais et il à faut que ce l'échelle soit. locale. Le reste, je maîtrise pas. Hein. Non, mais il faut que ce soit un débat qui soit international. Et pas, d'ailleurs, le changement, ça commence maintenant. Et donc, du coup, si on commence pas sur notre territoire, Exactement. allons pas chercher ailleurs, commençons là. Il faut que ce soit devant un notre ensemble. porte. Comme à la base, l'accord de Paris. C'était un ensemble de pays, à part 3 pays maintenant. Mais c'était un ensemble. Voilà, ça c'était intelligent. Non mais quoi? Donc, Juliette, la décarbonation, c'est pas si compliqué que ça. Non, en fait. Et donc, si on se pose des questions, on tape Juliette Poupard Voilà. et on te trouve. Oui, sur LinkedIn, avec le groupe PSB qui est rattaché à notre centre de formation Formaflow à Dreux, dans ce magnifique endroit qui est la radiotechnique, ce site post-industriel réhabilité. Exactement. Comme quoi tout est possible. Comme quoi tout est possible. Bien évidemment. Donc Juliette, mille merci. On te retrouve sur les réseaux. Juliette Poupard, groupe PSB. C'est un groupe qui est rattaché au CFA de Formaflow, au Parc de la Radio. Et donc à juste titre, tu as dit que c'était un complexe post-industriel qui est en train de complètement renaître. Ça c'est bien. En plus, il végétalisait tout. Elle râle plus. Bah non, c'est normal. On a canalisé On va rester sur cette chose parce que- très Bah, positive. attends, je vais redire quelque chose de positif. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment travailler et il faut démocratiser cette notion. Alors, je serais d'avis, dis-moi si tu es OK, pour que justement en avril, on fasse un débat, un café débat, un verre débat sur ce sujet. Oui, et avec la génération Z pour voir s'ils Tout le ont monde. un peu très plus bonne idée. d'espoir Justement, en l'avenir S'ils sont... que la Ouais. génération. Alors là, je ne suis pas sûre. Mais je veux pas être sceptique. Ouais, Je non, pense mais que c'est c'est pire. intéressant. Ouais. intéressant. Et alors moi, peut-être que ça fera l'objet d'un podcast, parce qu'à chaque fois qu'on finit nos podcasts, on reste un peu sur Sur notre fin. Ouais. d'avoir le retour d'expérience
d'une entreprise que tu as accompagnée et vraiment mettre, alors, de mon côté, que les choses positives. Non, Oui. mais même Mais je suis pas une autruche non plus. Hein. D'entendre je les sais. freins et tout. Et les freins, etc. Et justement, ce sur quoi les chefs d'entreprise ont l'impression de buter, je pense qu'il faut l'entendre. Oui, il faut le dire. Ah Faut oui. le dire, ouais. C'est essentiel. Le positif, Et le négatif. Ou les Voilà. améliorations. Ouais. Ouais. Ouais, c'était un super Donc, moment comme d'hab. Oui, Ouais, donc merci mesdames, c'était merci, chouette, merci comme à toujours. toi. Ouais. Donc effectivement, le café débat, enfin le verre débat, j'avais eu un autre nom, bon bref, qu'on organisera parce que je pense que c'est important de démocratiser ces notions, on est toujours sur de la pédagogie. Et puis en attendant, on peut nous retrouver sur nos réseaux, Instagram, le podcast, on a des choses à se dire. Et puis voilà. Ouais. Et puis écoutez tous les autres qui sont déjà en ligne. Et que je recommande, qui sont très intéressantes. Merci. Juliette, mille merci. Mille merci Moi, Sandrine, mille merci Mélissa. J'ai presque tout compris. Mais oui, t'as tout compris. Bon bah à C'est le bientôt. but. Bah oui. Belle soirée. Oui, merci. à Belle bientôt. soirée, à bientôt.